Les unités militaires américaines sont réparties en 3 niveaux différents. Niveau 1, 2 et 3. Les unités de niveau 3, également appelées éléments blancs, comprennent des entités telles que la 82e et la 101e division aéroportée de l'armée américaine, les bataillons de reconnaissance du corps des Marines, les unités fluviales de la marine, la 142e escadre de chasse de l'armée de l'air, etc. Les unités de niveau 2, également appelées éléments gris, comprennent notamment des entités telles que les SEALs de la marine, les SWIC de la marine, les Raiders du corps des marines, les contrôleurs de combat de l'armée de l'air, les PJC, les Rangers de l'armée, les forces spéciales de l'armée, les Night Stalkers, etc. Les unités de niveau E1, également appelées éléments noirs, comprennent à toi la Delta Force, la DEVGRU, le 24e escadron des opérations spéciales, l'Intelligence Support Activity et la compagnie de reconnaissance régimentaire. Mais qu'est-ce qui différencie ces unités? Pourquoi ces différents niveaux? Quelle est la différence entre une unité de niveau 1 et une unité de niveau 2? Nous sommes ici pour répondre à ces questions. Si vous voulez en savoir plus sur les 3 différents niveaux de l'armée des États-Unis, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser qu'à part les unités de niveau 1, les unités militaires ne se désignent pas vraiment par leur niveau numéroté. Vous ne verrez pas les SEAL de la marine ou les Rangers de l'armée se qualifier eux-mêmes d'unité de niveau 2. Et vous n'entendrez jamais la 82e division aéroportée se désigner comme une unité de niveau 3. Le système de niveau est généralement une manière tacite ou non écrite d'organiser ou de marginaliser les unités militaires. En fait, vous verrez rarement l'utilisation de ces termes en dehors des 5 unités de niveau 1 qui existent, et même dans ce cas, on en entend à peine parler en raison de la nature classifiée de leur mission et de leurs objectifs. Vous pourriez être surpris de l'apprendre, mais les différents niveaux sont généralement liés au financement, et cela va même encore plus loin que ça. Cela concerne le financement par habitant ou par personne. Dans le premier scénario, si vous donnez à une équipe de 100 personnes 100 millions, cela fait 1 million de dollars par personne pour les équiper, pour les opérations et les missions. Cependant, dans le deuxième scénario, si vous donnez 100 millions à 10 000 personnes, cela ne fait que 10 000 dollars par personne. Et vous pouvez faire le calcul vous-même. Les personnes du premier scénario auront du matériel impressionnant, tandis que celles du deuxième scénario auront du matériel de seconde main en comparaison. Vous avez probablement déjà entendu le dicton « Suivez l'argent ». Suivre l'argent fonctionne de la même manière dans l'armée. Les unités de premier ordre reçoivent le plus d'argent, ce qui leur permet d'obtenir le meilleur équipement, les meilleures ressources et les meilleures personnes pour travailler dans ces unités. Bien que le financement soit peut-être la principale différence entre les niveaux, une autre différence réside dans le niveau de compétence et d'entraînement. Un opérateur de premier ordre sera mieux entraîné et capable de faire beaucoup plus de choses que quelqu'un d'une unité de troisième ordre. L'opérateur de premier ordre a très probablement plusieurs années de déploiement à son actif au sein d'une unité d'opération spéciale de second ordre, ce qui fait de lui la pointe de la lance en matière d'opérateur. Il y a une distinction claire en termes de formation et de capacité lorsqu'on compare une unité de premier ordre à une unité de troisième ordre. Prenez par exemple un fantassin des Marines ou un fantassin de l'armée de terre. Ce ne sont pas des opérateurs spéciaux, mais ils savent se battre, et selon l'expérience de l'individu, ils peuvent avoir beaucoup d'expérience au combat. Certains fantassins peuvent même devenir tireurs d'élite, aller à l'école des Rangers, et ils ont encore beaucoup d'opportunités de carrière épanouissantes si les étoiles s'alignent pour eux. Comparez ces gars-là à un opérateur de la Delta Force, qui pourrait très bien être un béret vert avec des années et des années d'expérience ayant passé plusieurs processus de sélection stricts, et nous sommes sûrs que vous pouvez voir la différence. Mais les frontières sont un peu floues quand on compare le niveau 1 au niveau 2. Les opérateurs des forces spéciales de niveau 2 restent sur des guerriers extrêmement compétents sur le champ de bataille, et il ne faut pas croire qu'ils sont complètement inférieurs aux opérateurs de niveau 1 dans tous les domaines. Les niveaux 1 et 2 ont beaucoup de compétences qui se recoupent. Pour préciser un peu plus, les unités de niveau 1, comme Delta Force et Dev Group, recrutent généralement parmi les meilleures des unités de niveau 2, telles que les Bérets Verts, les Rangers et les SEALs. Bien qu'on puisse dire que les unités de niveau 1 sont plus compétentes et mieux équipées que celles de niveau 2, on ne peut pas simplement les résumer à être meilleures. Elles ont un ensemble de missions plus intenses, des objectifs différents et remplissent des rôles distincts. Donc un petit récapitulatif avant de continuer. Les unités de niveau 1 sont composées des meilleures parmi les meilleures des unités de niveau 2. Les unités de niveau 2 sont composées d'opérateurs des forces non spéciales, issus des unités forces spéciales classiques, et les unités de niveau 3 sont considérées comme de grandes unités de guerre conventionnelles. Maintenant que vous avez une compréhension de base des 3 niveaux, vous vous demandez probablement, est-ce qu'il faut forcément gravir les échelons du système de niveau ?
Faut-il passer du niveau 3 au niveau 2 puis au niveau 1 par... Forcément. Vous pourriez très bien vous retrouver dans une unité de niveau 3. Tentez votre chance pour une force des opérations spéciales et intégrer une unité de niveau 2. Puis, plus tard dans votre carrière, vous retrouvez dans une unité de niveau 1. Vous pourriez intégrer directement une unité de niveau 2 et progresser vers une unité de niveau 1, ou bien passer d'une unité de niveau 3 à une unité de niveau 1. La Delta Force est connue pour recruter du personnel issu des forces conventionnelles dans de rares occasions. Cependant, en règle générale, il vous faut généralement une expérience approfondie dans une unité d'opération spéciale de niveau 2 avant de pouvoir tenter votre chance ou être recruté dans une unité de niveau 1. En réalité, on ne voit des gens être recrutés directement dans une unité de niveau 1 que dans les films, alors ne pensez pas que l'équipe Sea, Air and Land 6 va venir frapper à votre porte simplement parce que vous êtes intéressé. Ce qui est vrai cependant, c'est qu'il est beaucoup plus facile de rejoindre une unité de niveau 3 qu'une unité de niveau 2. Les processus de sélection des unités de niveau 3 ne sont pas aussi éprouvants que ceux des unités de niveau 2, parce que les unités de niveau 3 ont besoin de personnel, et ce sont des entités différentes avec des objectifs totalement différents. Alors qu'au final, toute unité voudra et aura besoin de personnes qualifiées que Capos est capable de faire le travail, les Navy Seals ne recherchent pas le nombre comme la 101e division aéroportée. Un élément commun aux 3 niveaux est leur besoin et leur utilisation de personnel de soutien. Même si le personnel de soutien n'occupe peut-être pas le poste le plus prestigieux, il est indispensable et fortement sollicité. Les SEAL ne pourraient pas accomplir leur mission sans leur personnel de soutien, tout comme la Delta Force ou le Marine Special Operation Command ne le pourraient pas non plus. Tout le monde ne peut pas être opérateur, mais les opérateurs ne peuvent pas tout faire. Le personnel de soutien peut être recruté parmi les forces conventionnelles pour des rôles dans les unités de niveau 1, 2 et même 3. Bien que les rôles et les fonctions spécifiques du personnel de soutien varient largement, ils se résument généralement à des domaines tels que la logistique, la maintenance et l'administration. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme les techniciens Explosive Ordnance Disposal pour Marine Special Operations Command et United States Naval Special Warfare Development Group. Donc, si vous êtes intéressé à travailler avec l'une de ces unités d'élite, mais que vous ne souhaitez pas devenir opérateur, il y a un rôle que vous pouvez jouer. Les opérateurs ne sont pas meilleurs que leur personnel de soutien. Voilà, c'est l'essentiel concernant les 3 différents niveaux d'unité dans l'armée des États-Unis. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos soutiens sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous de faire un effort supplémentaire pour soutenir notre chaîne. C'est très apprécié. Si vous souhaitez apparaître dans une vidéo de General Discharge, envisagez de rejoindre notre programme d'adhésion via le lien dans la description ou le bouton « Rejoindre » à gauche du bouton « S'abonner ». Ou allez jeter un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.